Bonjour Michel Cliquet. Bonjour. Alors, vous êtes médiateur, remédiateur, coach en développement personnel. Oh, ça, c'est une belle carte de visite, dites-moi. Oui, c'est un long chemin qui m'a amené là et une longue expérience aussi. Alors, avant d'aborder le sujet pour lequel vous êtes vraiment ici, réellement ici, le néo-chamanisme, quand vous dites que c'est un long chemin, un long cheminement, c'est-à-dire comment c'est venu à vous cette envie de, justement, de coacher les autres dans leur propre développement? Ça a d'abord été le vôtre de développement personnel, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est un prolongement de mon chemin à moi que j'ai envie de partager. J'ai envie d'aider ceux qui sont sur le chemin à trouver leur chemin parce que c'est compliqué. C'est parfois compliqué. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de blocages, beaucoup de retenue et on se pose beaucoup de questions. Alors quand j'ai des réponses à ces questions, je les partage volontiers. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous vous posiez la question de quel était votre chemin? Ouh là là, ça c'est une question récurrente qui vous vient tout au long de la vie. Il se fait que j'ai rencontré, au début des années 2000, j'ai rencontré Louis Sanza, qui enseignait le chamanisme à Paris. Il est décédé en 2011, pendant que j'étais à Compostelle, justement. Ah. Et il m'a appris vraiment à se référer à son ressenti. Et c'est ça qui nous aide et nous porte dans notre quotidien. Dans notre quotidien chamanique, oui. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce que c'est que le chamanisme? Déjà, d'abord. C'est une question fondamentale essentielle, à laquelle il faut répondre parce que on risque d'avoir des réponses différentes selon le public auquel on s'adresse. Tout à fait. Alors le chamanisme, il s'agit d'être en harmonie avec la nature, avec les êtres de la nature et avec nos ressentis. Et une fois qu'on est en communion avec notre ressenti profond et avec celui des êtres de la nature, il y a une communication qui s'établit, qui n'est pas celle du commun des mortels de tous les jours. Et on sait faire ça comme ça, où il y a tout un procédé, évidemment, pour pouvoir entrer en communication avec les êtres de la nature. Selon votre expérience, selon votre pratique, vous pouvez être dans le ressenti en permanence, mais ça vous déconnecte du monde matériel. Et si on veut vivre dans le monde matériel, il faut se mettre en condition pour être dans ce ressenti-là. Alors comment est-ce qu'on procède alors pour se mettre en condition? Il y a plusieurs moyens d'accès. Il y a la méditation, il y a l'entrée en transe par des moyens... Tambour, par exemple? Oui, c'est ça, le son, la danse. Il y a certains breuvages dans certains pays. Oui, oui. Mais bon, chez nous, c'est pas vraiment ce n'est pas un chemin obligatoire, disons. Chez nous, c'est la danse, la transe. C'est comme ça que vous avez procédé, vous, pour c'est comme ça que j'ai procédé, oui, surtout le tambour. Surtout le tambour. C'est donc ce son-là qui vous transporte, qui vous ouvre les portes de l'infini, quelque part? Oui, c'est ça. Le tambour, en réalité, c'est un battement de cœur qui vous remet en connexion avec votre propre battement de cœur, avec le battement de cœur de la terre. Et ça vous délivre de tous les liens, de tous vos blocages. Ça vous permet de voyager dans l'astral. Et donc, on rencontre les êtres de la nature. Donc, ça veut dire des animaux totems, c'est ça, entre autres? Il y a les animaux totems, mais il y a les petits êtres de la nature. Lesquels, par exemple? Il y a les fées, les nains, les elfes. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais quand on parle de ce monde-là, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et donc, si on arrive à se déconnecter donc, du monde matériel, si on est bien en transe, si notre cœur bat au cœur de la nature, de la terre, on peut donc aller rencontrer ces êtres, vraiment? Oui, bien sûr.
On va se promener en forêt et on voit les petits êtres qui sont à nos pieds et qui ont envie aussi, eux, de communiquer avec nous. Donc on les voit, on les entend, on les ressent. Ça dépend d'une personne à l'autre, j'imagine. Ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend du ressenti, ça dépend de votre moyen de communication préféré. Mais on peut les voir, on les ressent. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, les personnes qui ne connaissent pas le chamanisme doivent se dire mais attendez là, ils sont un peu barges de nous parler de ce genre de personnages, ça n'existe pas. Et pourtant je pense qu'à certains pays, c'est dans les pays nordiques, où là il y a effectivement, ils travaillent, ils sont au quotidien avec ces êtres de la nature. Absolument. En Islande, par exemple, ils ont un statut juridique. Ils sont reconnus. Les rivières ont une personnalité juridique. D'accord. Donc là, il n'y a pas de tabou là-bas. Ça fait partie. Il y a moins de tabous que chez nous. Oui. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a autant de tabous chez nous ? Parce que ça fait peur ou parce qu'on vous catalogue tout de suite comme un être un petit peu illuminé Alors, d'où viennent ces tabous chez nous? Ça vient d'une longue tradition religieuse, je pense. Le chamanisme européen, que d'autre part on appelle aussi le druidisme, a été fort combattu, même durement combattu. Le but était de faire disparaître cette religion. Et malgré tout le mal qu'on leur a fait, les druides continuent à exister. Oui, mais on ne les reconnaît pas en rue, c'est ça en fait. Ils doivent se cacher, oui. Voilà, exactement. Parce qu'on les prendrait pour des illuminés. Oui, c'est ça le problème. Ouais. Donc vous êtes passé par le chamanisme d'abord pour essayer de vous retrouver, de trouver votre propre chemin. Ça fait partie de la recherche de mon chemin, oui. Qu'est-ce que vous avez pratiqué d'autre, outre le chamanisme, avant d'arriver au néo-chamanisme? Oh là là, le chemin est multiple, les procédés sont multiples. J'ai pratiqué beaucoup de danse, la marche méditative, la musique. J'ai créé des musiques aussi, des musiques de méditation, de soins, de soins par le son, oui, que j'utilise en plus du tambour et des bols tibétains. Comment est-ce qu'on crée une musique de soins? D'abord, il y a on peut se référer à la gamme 432, qui est la gamme qui correspond à la vibration de la Terre. Et puis il y a l'inspiration. Tout simplement. Le ressenti. Qui vient d'ailleurs, vous pensez? Moi, ça m'est venu d'ailleurs, oui. Donc vous êtes en connexion, alors? Il faut être en connexion. Quand j'écris, c'est la même chose. Je suis en connexion. Ce n'est plus moi qui écris, je ne suis plus qu'un médium. Un canal, alors, en fait? Un canal, oui. D'accord. Et quand vous dites quand j'écris, donc c'est vrai que vous avez fait des livres, vous écrivez aussi des articles, pas mal. Ce sont des messages que vous avez envie de transmettre, qui viennent d'ailleurs, que vous voulez transmettre, qu'on vous demande de transmettre? Ce n'est pas que j'ai envie de les transmettre, mais voilà, ce sont des messages que je reçois pour qu'ils soient transmis. Donc je fais mon travail. Mais c'est pas difficile d'être finalement ce canal, parce que vous allez peut-être sortir des choses qui vont peut-être effrayer le monde. On ne peut pas dire que ce soit difficile, mais c'est exigeant. C'est difficile à dire que c'est une mission, mais c'est quelque chose qu'on vous demande de transmettre. Et ça vient comme ça, ou vous devez être dans un état bien particulier, ou c'est à certaines périodes de votre vie? Je ne sais pas, on parlait de solstice, d'été, d'hiver, etc. Est-ce qu'il y a des moments beaucoup plus propices, justement, pour recevoir ces messages? Je ne pense pas que ce soit une question de moment ou de temps dans le calendrier. Ça dépend de votre état. Ça dépend de votre état de réception. Et ça dépend de votre état de clairvoyance. Le vôtre, il est à quelle échelle? Ce n'est pas une question d'échelle, c'est une question, qu'est-ce que je vais dire, d'environnement. D'accord. Si les circonstances s'y prêtent, vous êtes en état de recevoir ou vous ne l'êtes pas. Ça fait longtemps que vous pratiquez de la sorte, pratiquez entre guillemets, que vous recevez ces messages? Eh bien, je peux dire que je les reçois depuis l'âge de 7 ans. Ah oui. Mais ça ne m'a pas toujours été possible de les transmettre. Oui, parce que je suppose qu'à 7 ans, vous vous demandiez un petit peu ce qui vous arrivait. Oui, exactement, voilà. Oui.
Ça dépend évidemment du contexte familial aussi. Hein. Voilà, et on se demande ce qu'on doit faire avec ce qu'on reçoit. C'est effrayant à 7 ans? Pas du tout, ça ne m'a pas effrayé du tout. Je me suis juste demandé ce que je devais en faire. À l'âge de 7 ans, j'ai été initié au massage et à la guérison. Ah, déjà à 7 ans? Oui, oui. Et puis, quelque chose m'a dit qu'il fallait que j'écrive un livre. Mais j'ai répondu, mais je ne suis pas prêt à écrire un livre, j'ai encore rien vécu de ma vie. Ah oui, c'est clair. Donc voilà, j'ai été un petit peu sur ce chemin-là pendant mon adolescence, pendant mes débuts de vie d'adulte, jusqu'à ce que je puisse utiliser ce don de guérison que j'avais reçu en étant crédible. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'un gamin de 7 ans qui vient vous soigner, vous n'y croyez pas. Peut-être plus de nos jours. Oui, peut-être. Oui. C'est vrai que c'est quand même... Vos parents, comment est-ce qu'ils ont vécu la chose? Vous leur aviez dit, j'imagine? Non. Ou pas? Vous n'avez pas osé? Non. Je n'étais pas... je n'ai pas ressenti de réceptivité de leur côté. Et vous avez rencontré des gens, alors, quand même, qui ont... Vous avez osé en parler, vous avez osé en parler quand même à certaines personnes extérieures? À d'autres personnes extérieures, oui. Que vous sentiez effectivement réceptives. Et ces personnes ont pu vous donner des conseils ou vous vous êtes dit non, je mets ça dans une boîte et je reviens quand... Enfin, les conseils sont venus beaucoup plus tard. Ils sont beaucoup plus tard. Ouais. Comme vous le dites, quand vous êtes devenu un jeune adulte. Voilà. D'accord. Et alors, vous avez pris ces enseignements et vous êtes allé voir ailleurs comment les compléter? J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu des livres écrits par des chamans et des livres de spiritualité orientale et sud-américaine. Et en finissant par faire une synthèse de toutes ces choses qui se recoupaient, qui convergeaient. Pour me faire ma propre religion de tout ça. Voilà, c'est un ensemble. Et puis voilà, vous transmettez avec votre cœur, avec votre envie aussi. C'est quelque chose qui vient du cœur, exactement. Oui. C'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on peut appeler l'amour avec un grand A. L'amour universel. L'amour universel, la bienveillance générale, oui. Chose qui est quand même pas très courante, hein, cette bienveillance. Dans le monde dans lequel on vit. Oui, il faut la chercher tous les jours. Oui. Mais bon, voilà. Mais on peut la susciter. Hein. Aussi. Alors, comment est-ce qu'on la suscite, la bienveillance? En étant soi-même bienveillant. En étant soi-même bienveillant et en regardant les gens dans les yeux et en leur montrant qu'ils sont importants. Oui, c'est peut-être ça aussi, hein, le problème de ce monde-ci, c'est que les gens ne se sentent jamais assez au top, comme on dit, et on n'arrête pas de les casser, de les descendre un petit peu. Hein. Il suffit de voir un patron avec ses employés, mais c'est vrai que leur dire qu'ils sont bien, pourquoi pas dire aussi qu'ils sont fabuleux, dans le fond? Oui, c'est ça. Oui. Et ça motive, et on sort de toutes les thérapies, d'ailleurs. Oui. Donc, si je comprends bien, le chamanisme vous accompagne depuis l'âge de 7 ans, puisque après, vous avez donc fait des lectures de chaman. Donc, c'est vraiment ce côté-là chamanique qui vous interpelle depuis de nombreuses années, alors? Oui, il faut le dire. Mais c'est pas un problème, hein. Non, mais c'est vrai. Surtout ce don que j'avais reçu de soulager les douleurs, soulager les souffrances. Vous le pratiquez encore, ce don? Je le pratique toujours. Au quotidien. Au quotidien, oui. C'est vrai. Quel est le genre de public, si on peut appeler ça, public qui vient à votre rencontre? Écoutez, il est très divers. Des gens ouverts à la spiritualité essentiellement ou pas? Non, pas du tout, pas forcément. Non, des gens qui sont dans la souffrance, à qui je fais comprendre par un moyen ou l'autre que je peux donner un petit coup de pouce. Et puis quand ça a démarré, ils se mettent en confiance et ils se laissent soigner et entraîner sur le chemin de la guérison. D'accord. Donc ça, c'est le côté chamanique, hein, guérison. Et donc, vous avez dit que vous avez fait plein de choses, outre les lectures. Donc, vous avez fait aussi des formations pour aller chercher d'autres informations en dehors du chamanisme, ou pas? Ou c'est toujours essentiellement cette bulle chamanique? Non, mais il y a tous les enseignements spirituels nous aident, évidemment.
Je me suis beaucoup intéressé aux enseignements du bouddhisme, les différents bouddhismes qui... D'ailleurs, on peut en parler du bouddhisme, justement. Allez-y, avec plaisir. Par exemple, le bouddhisme tibétain, il s'est installé sur un chamanisme préexistant qui s'appelle le Bön. Le bouddhisme japonais s'est installé sur un chamanisme préexistant qui est le Shinto. Et puis... Et ce ne sont pas les mêmes, alors c'est pas la même forme de bouddhisme ou ça se rejoint, ça se recoupe quand même? Le bouddhisme, c'est le bouddhisme, c'est ça une reste philosophie. quand même. Oui, Ouais. c'est une philosophie, Oui. mais bon, bah voilà, nous aussi. Mais lorsqu'il s'installe quelque part dans une culture, il respecte cette culture. Voilà, c'est ça. Il ne va pas l'étouffer. Et il va justement la faire foisonner. Il va utiliser les traditions locales, les traditions chamaniques locales, pour bâtir une nouvelle culture. D'accord. Une culture orientée bouddhiste. Maintenant, dans les chamanismes d'autres régions, vous avez les traditions de sorcellerie, je dirais, entre guillemets, de toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord. Vous avez le chamanisme sibérien, le chamanisme... Est-ce que le chamanisme à la druidique. base ne vient pas de la Sibérie, justement? Non? Alors, C'est pas- le mot, oui. Oui. Oui, mais le chamanisme, il est universel. Il existe dans toutes les cultures primitives. Il existe fondamentalement chez les aborigènes d'Australie. Il existe dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, toute l'Afrique. Et chez nous, le druidisme, c'est un chamanisme. Et la culture viking, Oui. c'est Aussi. essentiellement du chamanisme. Donc ça veut dire que si on prend des chamans des quatre coins de la Terre, enfin j'aime bien, je monte les quatre coins de la Terre et je fais en rond, hein, c'est bien. Oui. Donc si on les met ensemble, ils vont se reconnaître, ils vont Bien quand sûr, même, bien oui, sûr. ça va quand même Il fusionner. vient de se terminer un festival de chamanisme en France qui a rassemblé des chamans du monde entier. Oui. Et qui se sont reconnus, qui ont travaillé ensemble, qui ont donné des soins ensemble, qui ont dansé, fait de la musique ensemble. Donc pas besoin finalement de parler la même langue. Absolument Dans le pas, fond. non. Parce que là, la langue qui est parlée dans le chamanisme, c'est une langue mentale. C'est une communication mentale. Oui, donc forcément tout le monde se comprend. Oui. Voilà. Et Vous le êtes- tambour, il est universel. Aussi, c'est vrai. Et c'est la vrai. danse, elle est universelle. Aussi. Et le sourire aussi. Tant qu'à faire, ça c'est certain. Alors, vous avez voyagé aussi alors finalement pour apprendre hein, ou pas? J'ai voyagé, oui. Je n'ai pas fait tous les voyages que j'aurais aimé faire parce que... Bon, la vie n'est pas Bon, finie. oui, c'est ça, la vie n'est pas finie. Mais j'ai voyagé au Canada, aux États-Unis. J'ai voyagé un peu autour de la Méditerranée. J'étais au Danemark, je n'ai pas pu aller plus loin, mais voilà, c'est un de mes rêves aussi. Mhm. Et puis, bon, il y a les limitations de la langue. Oui, c'est oui un parce peu- que là, malgré tout, il faut pouvoir parler certaines langues hein, quand on oui, voyage voilà, comme quand ça. on voyage, il faut quand même se débrouiller dans la Vous pouvez langue partir avec locale. votre tambour. Hein. Voilà. Là, vous ne comprendrez pas quand même, ça c'est sûr. Pour acheter son billet de train avec le tambour, ça n'ira pas. On peut essayer. Est-ce que vous avez essayé d'abord? Je n'ai pas essayé, je l'avoue. Voilà. Il faudrait peut-être tenter, on ne sait jamais, hein, que vous tomberiez justement sur quelqu'un qui comprend ce langage du tambour. Mais quand on voyage, si, en dehors du train et du bus, on rencontre les gens sans devoir parler beaucoup. Mhm. Peut-être qu'on rencontre, comme on le dit toujours, hein, les personnes qu'il faut au bon moment aussi. Hein, voilà. Voilà. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, tout le monde le dit. C'est un peu bateau d'ailleurs. Ben oui, c'est ça, quand tout le monde le dit. Et puis finalement, on se dit, oui, mais enfin, c'est facile de dire cette C'est phrase. facile de dire ça. Et quand bien Mais même, on et le vit pourtant, au quotidien quand voilà. même. Voilà. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, le chamanisme, vous l'avez un petit peu décrit, hein, quand même. Donc voilà, parler avec les esprits de la nature. Ceci dit, quel est l'esprit que vous avez rencontré qui vous a le plus marqué? doit y en avoir, hein, C'est quand assez intime de parler de ça, mais C'est bon, vrai? Ah, mais si vous voulez pas, on n'en parle pas. je vais vous faire une petite
un petit témoignage là. D'accord. J'ai donc en 2000, c'était en quelle année 2009, je crois, 2009-2010. J'ai fait une quête de vision dans les alentours de Wéris, à proximité d'un des dolmens. Donc une quête de vision, ça consiste en une retraite de 3-4 jours dans l'abstinence totale, nourriture, boisson. Rien du tout. C'est une méditation de 4 jours, 4 nuits. C'est énorme, non? Sans manger, sans boire. Vous êtes habitué, vous allez ça se fait. Et puis, donc c'est une méditation dans laquelle vous appelez une vision. D'accord. Qui doit venir vous enseigner quelque chose. Ah oui. Et durant cette, on va dire cette retraite, des esprits sont venus à moi, des petits êtres sont venus à moi. J'ai eu une très très belle rencontre. C'est magnifique. Non, mais je reste bouche bée parce que je me dis, waouh, ça doit être tellement magique. Ouais. C'est magique, en fait. C'est magique. Et puis vous voyez les animaux aussi, la nature, ils viennent par curiosité, ils viennent voir ce qui se passe. Et ils ressentent évidemment les animaux. Ils ressentent, bien entendu. C'est ça qui est aussi assez exceptionnel, c'est de finalement, les animaux qui vivent dans un bois, enfin dans la nature, ils n'ont pas besoin de rester 4 jours sans jeûner et d'appeler. C'est-à-dire que quand ils sont malades, ils ne se gênent pas pour jeûner le temps qu'il faut pour se guérir. Oui, voilà, c'est vrai, c'est clair. Ça nettoie aussi. C'est une médecine aussi. Oui, tout à fait. Vous jeûnez souvent? Alors là, depuis une 50aine d'années, je jeûne un jour par semaine, plus la période entre début février et le printemps. Je jeûne en ne mangeant qu'un jour par semaine. D'accord. Pourquoi entre le printemps et l'été? Parce que c'est la période durant laquelle la nature vous invite à vous purifier, vous nettoyer. Uniquement cette période-là, pas alors la sortie de l'été vers pas la sortie de l'automne vers l'hiver, non? C'est pas la même chose? Non, pas du tout. Pas non. Du tout. À la fin de la saison chaude, on va entrer dans la saison froide, durant laquelle on va avoir besoin de faire des réserves. Oui, donc pour résister au froid, à la saison dure, oui. Un peu comme les écureuils qui... Voilà, oui. Les écureuils, les ours... Oui, pas mal d'animaux, effectivement. Donc ici, alors, vous êtes sorti de votre période de jeûne où vous ne mangez qu'un jour par semaine. Ça va, c'est fini, ça. C'est terminé, donc le jour du printemps. D'accord, ok. Alors, bon, on a planté le décor un petit peu du chamanisme. Maintenant, vous teniez beaucoup à faire la différence entre le chamanisme et le néo-chamanisme. Ben oui, donc c'est quoi cette différence? Dites-moi tout. Oui, alors, il était utile qu'on fasse une petite précision. Mais elle n'est pas claire, évidemment. C'est-à-dire que nous entrons dans une ère nouvelle, qui est celle de l'ère du Verseau, et dans laquelle un grand nombre de personnes reprennent connaissance après 2000 ans de la valeur de cette philosophie, de cette vision du monde. Et on réenvisage le chamanisme selon de nouvelles bases, c'est-à-dire qu'avec toutes nos connaissances scientifiques, avec la prise de conscience du monde quantique, de la médecine quantique. Et nous pratiquons le chamanisme en connaissance de cause. Oui. Ce n'est plus une magie, ce n'est plus un mystère. Nous pratiquons le retour à la nature et aux forces de la nature et à l'harmonie avec les saisons, avec les rythmes de la terre. Et on le fait en conscience, on sait de quoi on parle. Oui. C'est pour ça que je préfère parler de néo-chamanisme aujourd'hui. D'accord. Mais il se pratique quand même de la même manière? Ah, les pratiques sont ne les mêmes. Pas, les traditions sont les mêmes, oui. Alors, quand vous parlez
de la science, hein, des scientifiques, etc. Ça veut dire que maintenant, la science accepte de croire qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas que scientifiques. Mais déjà rien que le concept de du quantique. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, le quantique, c'est quoi? Le quantique, c'est le constat que l'esprit a de l'influence sur la matière. Vous pouvez modifier quelque chose dans le monde physique par la pensée. Vous avez déjà testé? Oui, oui. Dans la médecine quantique, c'est ce qui se passe. Vous guérissez par la pensée. C'est votre manière de guérir? Je connais un médecin qui guérit par téléphone. Ah oui. Mais c'est puissant, ça. C'est puissant. Le massage Reiki, par exemple. Mm-hmm. Le Reiki, c'est une transmission d'énergie. Mm-hmm. Vous transmettez une énergie par les mains, oui, sans toucher le patient. C'est quantique. Oui, c'est ça le quantisme. Et vous guérissez. Mm-hmm. D'accord. Donc le quantique, c'est finalement des choses qui nous viennent... C'est l'influence du mental sur le physique. Oui. L'influence du mental sur le physique. Vous soignez comme ça? Exactement, oui. D'accord, parce que ça, on ne l'avait pas encore dit, hein, que c'était de cette manière-là. On parlait bien de chamanisme, de pouvoir de guérison, enfin pouvoir, hein, de pouvoir. Oui, c'est un pouvoir de guérison quand même. Donc vous c'est comme ça, c'est avec les énergies, c'est avec votre mental que vous allez pouvoir soigner les gens. Oui, en n'oubliant pas que nous ne sommes que des canaux. Mm-hmm. Donc c'est pas vous qui soignez, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, oui. Je suis l'intermédiaire, je suis le canal par lequel passe l'énergie qui va aider l'autre à trouver la guérison en lui-même. Ah, c'est soi-même, donc on ne se guérit que soi-même, par soi-même? C'est celui qui est malade qui va se guérir lui-même. On l'aide en lui transférant une énergie. D'accord. Donc je n'ai aucun mérite. Bon. C'est pas moi qui guéris. Non, c'est pas vous qui guérissez, mais heureusement que vous êtes là, puisque vous êtes le canal qui permet. Voilà, oui. Hein, donc sans vous, ben voilà, vous allez le dire... canal, le câble, le briquet qui allume voilà, exactement. la mèche. Donc alors, si maintenant, c'est beaucoup mieux de parler de néo-chamanisme. Pourquoi? Parce que, comme vous dites, le retour à la terre, etc., c'est ça qu'on parle de plus en plus. Je ne sais pas, hein, c'est une question peut-être un peu bateau ou que je sors de n'importe où, mais c'est pour ça qu'on va parler de permaculture, qu'on va parler de choses, ce retour. Exactement, oui. C'est cette reprise de conscience-là, de notre relation fondamentale avec la nature, avec les forces de la nature, et le respect dans lequel on doit se trouver si on veut être en harmonie avec la Terre, si on ne veut pas la détruire. C'est quand même notre biotope, et on est en train de le détruire. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a détruit cette Terre qui nous offrait tout? Ça me paraît clair. La raison, c'est que chacun veut tirer la couverture sur soi et puis profiter, faire de l'argent avec tout. Alors que la nature offre gratuitement tout. Et voilà, tout est gratuit dans la nature. Mes soins, je les donne gratuitement. C'est vrai aussi? C'est vrai? D'accord. Parce que c'est la nature, parce que on vous l'offre. Enfin, on vous le demande et vous le faites. Tout ce dont j'ai besoin m'est offert. Pourquoi est-ce que je ne rendrai pas à l'ascenseur? Donc vous pensez que tout ce que vous avez besoin vous est offert parce que on vous le donne. En fait, ce que vous prodiguez comme soin, il y a un retour pour vous aussi. C'est ça que vous voulez dire? Tout ce dont j'ai besoin m'est offert. Je n'en saurais pas plus, ça, non? Mais difficile d'en dire plus. Oui. Comment, quand vous réfléchissez un petit peu à votre vie, vous estimez chanceux de pouvoir Est-ce que c'est transmettre, de la chance? On disait tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Si je suis sur ce chemin-là, c'est que je dois en faire quelque chose. Oui, ça c'est certain. Est-ce une chance? C'est un bonheur en tout cas. C'est un bonheur. Mais ça vous a quand même, le terme est peut-être un peu fort, mais pourri la vie un peu quand vous étiez petit, puisqu'il n'y avait pas grand monde qui pouvait comprendre. Hein. J'en ai souffert, c'est vrai, d'un manque de communication, d'un manque de possibilité de poser des questions et d'avoir des réponses. Mais je ne veux pas dire que ça m'est pourri la vie, pas à ce point-là. C'est pour ça que je disais entre guillemets. Oui.
Non, ça m'a posé plein de questions, effectivement, et les réponses me sont venues quand c'était le moment. Mhm. Quand ça a été l'heure de faire des études, vous vous êtes dirigé vers quoi? Là aussi, encore entre guillemets, les vraies études, parce qu'il faut toujours avoir un vrai travail. Oui, les études scolaires, oui. J'ai été orienté parce que je ne savais pas très bien quel chemin j'allais prendre pour aller apprendre quelque chose à l'école. On m'a orienté vers l'architecture. Mhm. J'ai fait 4 années d'architecture qui m'ont appris à m'ont appris à comprendre l'espace. Mais je n'ai jamais travaillé comme architecte. Mais ça vous a permis de comprendre certaines choses. J'ai travaillé dans un bureau de dessin, mais très vite, j'ai été attiré par l'extérieur. Je suis devenu architecte de jardin. Mais tenez à peine. J'ai construit des jardins, j'ai fait des entretiens de jardin. Et ça m'a appris beaucoup de choses aussi, oui. D'être les mains dans la terre. Et les pieds dans la terre. Et les pieds dans la terre, oui. Et la tête dans la terre aussi. Et en connexion avec les plantes et avec la vie dans la terre. Les plantes parlent? Bien sûr. Oui, elles Je sais communiquent. pas, moi je vous pose la question que peut-être tout un chacun me poserait. Si, il faut observer les arbres, voir comment... Ils ont un rythme beaucoup plus lent que le nôtre, évidemment. Ils vivent plus longtemps que nous aussi. Et ils vivent plus longtemps que nous. Et essayons un petit peu de nous mettre en harmonie, en connexion avec eux. Et on comprendra beaucoup de choses aussi. Vous pouvez peut-être observer qu'il y a des arbres qui poussent l'un contre l'autre, qui s'enlacent, Oui. on voit qu'ils sont amoureux. Voilà, commençons par observer ça. Et puis, allons de temps en temps embrasser un arbre et ressentons l'énergie qu'il dégage. Oui, parce qu'il paraît que c'est très puissant. Hein, c'est très puissant. S'il est d'accord, on l'approche, on l'embrasse et on l'enlace et on va recevoir son énergie. Et parfois, les arbres peuvent nous soigner aussi, nous guérir. Quand vous dites s'il est d'accord, pourquoi il peut aussi ne pas être d'accord parce que c'est pas Il peut le ne moment pas pour avoir nous envie. aussi. C'est pas le moment pour lui ou c'est pas le moment pour nous. D'accord. Donc Et comment est-ce qu'on le sait, ça, alors? Alors voilà, il faut se centrer, il faut se mettre en état de réceptivité pour entendre ce qu'il veut nous dire. Et on doit lui demander s'il nous accepte aussi dans sa bulle. Comme on le disait, c'est le respect avant toute chose. On ne peut pas respect forcer avant non toute plus, chose, voilà. même un arbre, à nous donner son Voilà. énergie. Quoi. On doit lui demander. Et quand on accède dans un lieu, c'est la même chose. On doit demander au lieu ou à l'esprit du lieu s'il est d'accord de nous accepter dans son univers. Dans son univers. Donc ça veut dire que parfois on se trouve dans un lieu où on ne se sent vraiment pas bien. C'est peut-être parce que c'est pas notre place à ce moment-là. C'est tout simplement. Voilà. Ou bien qu'il y a une énergie qui ne nous convient pas. Mm-hmm. Si on se promène sur un lieu très puissant, qui a une force magnétique qui ne nous convient pas, ou bien si on met le pied sur une colonne cosmotellurique qui est en pleine pulsation et que ça ne nous convient pas, il ne faut pas y rester, évidemment. Ou un lieu chargé d'histoire aussi, peut-être. Il y a des lieux chargés d'histoire. L'histoire, un lieu où il y a eu des souffrances, un lieu où il y a eu des martyrs, un fort, un château. Voilà, il y a plein d'endroits comme ça. En tout cas, j'en ai vu une belle série sur mon chemin de Compostelle. Et il y a des endroits à éviter. Il y a des endroits qui sont recommandés pour se ressourcer, pour se remplir de bonne énergie. Il y a des endroits à éviter. Vous les connaissez, vous les ressentez. Mais une personne, un auditeur qui nous écoute et qui ne serait pas encore vraiment connecté à la terre, aux énergies et autres, comment est-ce qu'il peut savoir si ce lieu-là est à éviter? Ça s'apprend. Ça s'apprend? Ça s'apprend. Il y a des écoles. Il y a des gens qui enseignent ça. Le problème, c'est que souvent, quand on dit qu'il y a des enseignements pour ce genre de choses, tout le monde n'a pas les moyens financiers de pouvoir accéder à ces enseignements. L'obstacle financier, c'est un obstacle psychologique que nous nous mettons.
Oui, vous pensez vraiment? Ce n'est pas un vrai obstacle. Hein. Oui, en attendant, quand on vous dit il faut payer une telle somme pour faire la formation, sinon vous ne la faites pas, si vous n'avez pas l'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous ne la faites pas alors. Si on a besoin d'argent dans la vie, on le reçoit. Si on a vraiment besoin d'argent, on le reçoit. Mais ce n'est pas ces formations-là en énergétique ne sont pas inabordables. D'accord. Mais oui, mais puisqu'on revient à cette nature ou ces lieux, qu'on ne sait pas si on peut y aller ou pas, c'est un enseignement qu'on apprend par d'autres personnes, des personnes comme vous, voilà. ou alors, directement par la nature elle-même. On se laisse guider par les conseils de l'un, de l'autre. Encore une fois, tomber sur la bonne personne au bon moment. Voilà, oui, ça se fera. Si vous en avez besoin, ça se fera. Votre chemin de Compostelle, comme vous le dites, c'est vraiment un Compostelle ou c'est un autre chemin que vous appelez votre chemin de Compostelle? Alors, en 2011, je suis parti de Aix-la-Chapelle pour rejoindre Fisterra. Fisterra, c'est le bout du monde. C'est la pointe extrême occidentale de l'Europe, qui se trouve en Galice, qui est un peu en concurrence avec le Finistère de Bretagne. Voilà. Et ça, c'est le chemin primitif. Le chemin primitif qui a été reconquis par la religion à l'époque de Charlemagne, mais qui préexistait depuis 6000 ans. Il y a des traces sur ce chemin d'initiation. On retrouve des dolmens, des menhirs, des labyrinthes gravés dans les pierres. Et on sait que c'était un chemin d'initiation. Et alors, ce chemin allait d'est en ouest, à travers tout le nord de l'Espagne. Il était pratiqué par les druides, il était pratiqué par à l'époque romaine, avant les religions que nous connaissons. Et il suivait des axes d'énergie cosmotellurique. Ah oui. Donc tout ça, ça joue alors, ça, comme vous dites, ces axes... Alors, les lignes Ley, par exemple, que nous connaissons, il y en a en Belgique. Ce sont des lignes, d'ailleurs, Charlemagne en a bien profité, il a créé ces routes, qui sont des routes sur lesquelles on peut marcher sans se fatiguer. La route Charlemagne, dans la région ici, vous marchez sur cette route sans vous fatiguer. Ah bon? Parce que c'est une route énergétique, qui suit un axe très particulier. Oui. Et donc, voilà, en connaissant ces choses-là, on suit un chemin qui non seulement nous donne de l'énergie pour marcher, mais qui nous met dans un état qui nous rend réceptifs à la fois à l'énergie, mais à un enseignement aussi. Vous êtes en tête-à-tête avec vous-même alors durant ce chemin que vous faites. On est en dialogue permanent avec soi-même. J'ai fait ce chemin en solitaire. Il ne m'a pas empêché de faire des rencontres sur le chemin. Pratiquement chaque jour, j'ai fait des rencontres. Et des rencontres magnifiques. Qui vous ont chaque fois porté plus loin. Qui m'ont chaque fois porté, oui. Et donc, nature, dormir dans la nature, mais ça ne vous fait pas peur, puisque la nature est votre amie, en fait. Oui, bien sûr. Au début du chemin, la partie belge, la partie nord-France, m'ont amené à dormir dans les bois et sous tente. Et puis à me faire héberger par l'habitant là où je passais. Il m'a fait faire des rencontres assez uniques et interpellantes d'ailleurs. Et puis j'ai parlé avec des gens de toute conviction, qui à la fois me confortaient dans mes convictions à moi et permettaient des échanges très riches. De vous ouvrir aussi peut-être à de d'autres s'ouvrir choses. Et d'aider les autres aussi à s'ouvrir. Et j'ai reçu des cadeaux comme ça chaque jour. Mais est-ce que la vie n'est pas un cadeau dans le fond si on fait un peu attention? Bien sûr, si on est capable de le recevoir. Voilà. Parce que voilà, on est tellement fermé par le stress, par la vie professionnelle.
qu'on n'est plus ouvert à ce qu'on nous offre par ailleurs. Non, on ne sait même plus ce que c'est, en Et on ne fait. sait même plus ce que c'est que ces cadeaux-là. Ouais. Si on s'ouvre un petit peu, si on se pose et qu'on s'ouvre à ce qui nous arrive, bien oui, on reçoit ces cadeaux-là. Et ce sont des cadeaux qui nous enrichissent à chaque fois. Voilà, ça peut être simplement une seule parole qu'on reçoit sur une journée, hein, ce cadeau. Parfois un seul regard. Oui, Oui. c'est vrai. Et qui va faire que ça va nous mettre du baume au cœur et on va se sentir beaucoup plus léger, un peu comme sur un Exactement. chemin, un chemin de Compostelle, quelque part. C'est ça, oui. Oui, c'est symbolique aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est notre propre chemin de croix. En quelque sorte, j'ai dit. Oui. J'ai dit en quelque sorte, monsieur Cliquet. Mais donc, le chemin de Compostelle, ça consiste en quoi symboliquement? On fait une marche, une progression d'est en ouest. C'est-à-dire qu'on marche dans le sens du soleil, avec le soleil derrière soi, et puis le soleil nous devance et on le suit. Et on le suit vers le lieu où il va mourir dans la mer. On arrive à Fisterra, c'est le bout du monde connu. On ne peut pas aller plus loin parce que c'est l'eau. Et on voit le soleil mourir dans l'eau. C'est un peu comme une fin en soi, non, de voir le soleil mourir dans l'eau? C'est une forme de fin. Et puis, on est là, on médite. Et le lendemain matin, on se retourne et on voit le soleil qui renaît de l'autre côté. Ah oui. Et qui nous appelle à refaire le chemin en sens inverse et à renaître. C'est une nouvelle vie. Donc on n'est plus tout à fait le même quand on repart. On n'est plus du tout le même. Plus du tout. On n'est plus du tout le même. On est mort à la vie ancienne et on renaît à une vie nouvelle, quelque chose de neuf qui nous appelle. À cet instant-là, j'ai changé de nom. Je me suis appelé René. Ah bon? C'était une renaissance. Ah d'accord, René Renaissance. Oui. Et c'est un peu émouvant d'en parler. Mais c'est bon. Enfin, merci de nous offrir. Et je suis reparti dans l'autre sens. Et à partir de ce jour-là, tout a changé dans ma vie. C'est vrai? Oui. Donc vous étiez vraiment un nouvel homme. Hein. Oui, on peut dire ça, oui. Oui. Et l'enseignement que j'ai donné par la suite a été, j'ai envie de dire différent, mais c'est plus que différent. Il a été beaucoup plus fondamental. C'est là qu'on apprend ce que c'est que lâcher prise. Oui. Si vous ne lâchez pas prise, vous ne pouvez pas faire un pas en avant. Vous restez cramponné à ce qu'il y a derrière vous, vous ne pouvez pas avancer sur votre chemin. Non, ça nous retient à chaque fois, quoi. Voilà. Donc là, vous êtes obligé de lâcher prise et vous apprenez ce que c'est que lâcher prise. Ne plus vous attacher aux choses et aux gens, aux personnes. Vous vivez comme ça? Vous arrivez à ne pas vous accrocher aux choses, aux gens et aux personnes? Depuis, je vis comme ça, oui. Et il n'y a pas quand même une forme de manque? Parce que est-ce qu'on n'a quand même pas besoin? D'abord, s'attacher à soi-même, peut-être. C'est ça le plus important. Peut-être pas s'attacher aux autres ni aux choses. Ne même pas s'attacher à soi-même. Même pas à soi-même. Non. Le vrai détachement, le détachement total. C'est ce que nous enseigne le bouddhisme, évidemment. Oui, c'est vrai. Si on veut aller jusqu'au bout de cet enseignement-là, c'est là qu'on en arrive. C'est incroyable, alors, ça. Enfin, je veux dire, donc... mais ça veut dire qu'on traverse la vie comment, alors, quand on n'est plus attaché à rien? Vous traversez la vie comment? Sur un nuage. Donc, vous êtes perpétuellement sur un nuage? C'est aussi, entre guillemets, oui, hein. Oui, bien sûr. Mais non, c'est vrai qu'en ne s'attachant plus aux choses ni aux êtres, vous ne souffrez plus. On ne souffre plus, on n'est plus dans la souffrance, on n'est plus dans l'attente. Je m'attends à tout et je n'attends rien. Oui. Quand vous dites je m'attends à tout et je n'attends rien, plus rien ne peut vous atteindre. Oui. Vous n'êtes plus jamais déçu de quoi que ce soit. C'est vrai, c'est toujours la phrase. Plus rien ne vous déçoit. Donc ça fait combien d'années que vous vivez comme ça sans plus être déçu? C'était quand ce voyage? En 2011, donc il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Oh, il n'y a pas si longtemps que ça.
Ce n'est pas si longtemps, mais c'est... Si vous aviez su, vous auriez fait plus fait avant ? C'est un peu l'aboutissement d'un long chemin de recherche, parcours. voilà, d'un long parcours. Donc, et c'était peut-être pas possible de le faire avant. Hein, il fallait, comme vous dites, il faut le temps que d'avoir mûri un petit peu. Que l'expérience vous amène à cette maturation. Oui. Et ça vous a pris combien de temps pour faire ce chemin ? Alors, ça représente quand même 2500 km. Ça m'a pris une centaine de jours. Oh, ça va encore. Ça va encore. 3 mois, plus ou moins. Près de 4 mois. Près de 4 mois. Ouais. Ça va. Je veux dire, enfin, c'est... Oui, il y a des performances beaucoup plus impressionnantes. Oui, c'était pas la performance que vous cherchiez de toute façon à ce moment-là. Pas du tout, mais bon, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait le chemin de Compostelle depuis Moscou. Ah oui. C'est un peu plus impressionnant. Un peu plus long, quoi. On peut le dire. Et puis, il y en a qui vont jusqu'à Jérusalem. En fait, on pourrait ne pas jamais s'arrêter, finalement. On pourrait ne jamais s'arrêter, oui. Il faut avoir le temps. Et puis il y a des pèlerinages au Japon aussi. Il y a encore un voyage que vous aimeriez faire de cet acabit-là, où vous pensiez que vous êtes arrivé à un accomplissement de votre vie ? Alors, un autre voyage que j'aimerais faire, oui, mais il y en a 1000. On voudrait les faire tous. Mais je pense que le cheminement, il se fait au quotidien, là où on se trouve. Pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Pas besoin d'aller dans un autre pays. Non. Notre chemin, c'est le quotidien. C'est aller à la rencontre de son voisin. C'est aller à la rencontre des personnes qui sont en souffrance, qui sont privées de la vue, qui sont à mobilité réduite, qui vivent sur un fauteuil roulant. Voilà. Il y en a plein autour de vous. Tâchez de les voir. Oui. Et de les aider. On a peur parfois de les aimer. Voir, hein, aussi. C'est on a parfois peur de une peur. Les voir. Hein. Oui, parce que ça interpelle. On se projette un peu aussi. On se projette. Il a des limites. Il a des limitations dans sa vie. Qu'est-ce que ça rappelle chez moi ? Quelles sont mes limites à moi ? Ouais. Et voilà, il y a un dialogue qui doit s'établir avec ces personnes-là qui sont des témoins qui nous interpellent. Et nous avons à nous poser les bonnes questions. Ça, c'est vrai. Ça, c'est certain, tout à fait. Et donc, quand je le disais tout à l'heure, c'est être en accord, s'attacher à soi-même, vous m'avez dit non. Mais il faut quand même apprendre à s'aimer soi-même, non ? Même pas, quand même, un petit peu. Enfin, on dit toujours qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. C'est la première chose. L'amour commence par soi, évidemment. Nous sommes sur Terre, pour quelle raison ? Ah ben ça, c'est la question qu'on se pose, justement. Tâchons de savoir pourquoi nous sommes sur Terre et de nous aimer et d'aimer ce pourquoi nous sommes sur Terre. Le problème, c'est que voilà, on ne l'a pas à la base, hein. On ne nous le dit pas. Bon, personne ne vous le dira parce que la réponse, elle est en nous. En votre cœur. Oui. Oui, c'est vrai, mais voilà, il faut pouvoir y accéder à ce cœur. Souvent, il est fermé à triple tour, des portes, voilà, pare-feu. Nous avons des tas de blocages et de verrouillages. À nous de les déverrouiller. Et parfois, on a besoin d'une aide extérieure pour y arriver. Parfois, on n'y arrive pas aussi. Et parfois, on n'y arrive pas. Il faut une nouvelle vie pour y arriver. Il faut combien de vies pour y arriver ? Il n'y a pas de nombre, hein. C'est selon, quoi. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ça dépend de chacun. Vous savez, vous en êtes dans vos vies ? Vous pensez que vous avez fait déjà un fameux bond dans celle-ci ? Je n'ai pas fait l'inventaire de mes vies précédentes. Je sais qu'il y en a eu plusieurs. Écoutez, moi je me dis, ça y est, je vais savoir enfin quelqu'un qui sait me dire le nombre de vies. Non, c'est une boutade, mais c'est vrai qu'on peut revenir indéfiniment alors. Si on n'arrive pas voilà, il y a certains à faire un tel cheminement. Certains sont arrivés au bout et se réincarnent juste pour venir aider, enseigner, aider les autres. Qu'on appelle les bodhisattvas. Vous en faites partie, vous, ou pas ? Non, pas encore. La prochaine. Hein. Je n'ai pas encore fini mon cheminement. D'accord. Et quand je reviens un petit peu sur ça, parce que je vous le disais, quand vous avez fait votre chemin, donc vous dormiez dans la nature, et peut-être pas que pendant ce chemin, mais
que chaque fois que vous êtes dans la nature, vous parlez avec les êtres de la nature? Bien sûr. Tout le temps, Oui, oui. Ah oui, ça. Ils viennent à vous spontanément, alors maintenant, vous n'avez plus besoin d'entrer en transe? D'abord par curiosité, puis on s'apprivoise. Mais vous les voyez ou vous les entendez? Ou vous les Ça dépend, il n'y a pas de règle. Parfois on se voit, parfois je les ressens. Et il y en a qui vous accompagnent? Oui, bien sûr. Oui, ils osent sortir de cette nature pour vous accompagner? Pas besoin de sortir de la nature. Ils m'accompagnent, ils m'offrent leur présence, leur soutien durant un certain... Le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut, voilà. Le temps qu'il faut. Donc vous, ce sont plutôt les êtres comme ça, la nature, ce ne sont pas spécialement les animaux alors? Les animaux totems ou autres, parce qu'on parlait de ça dans le chamanisme. Les animaux en font partie. Oui. Les animaux en font partie aussi. Oui. On reçoit des signes des animaux aussi, des oiseaux. Des vrais animaux, je veux dire, enfin, des animaux. Oui, ils vous accompagnent aussi, ils vous font des signes. C'est parce qu'on ne les regarde pas assez, peut-être. On ne regarde pas assez. On ne se rend pas compte. Observons le manège des animaux autour de nous, nous serons édifiés. Justement, voilà, quelqu'un qui a envie de se reconnecter à cette nature, de l'apprivoiser, de la sentir, il va commencer comment? En allant se coucher tout simplement dans l'herbe comme ça et regarder autour de lui? Ou comment peut-il procéder? C'est un bon début, oui. Ça serait une bonne façon de procéder. Mais si on peut se faire accompagner par quelqu'un qui est déjà sur ce chemin-là, et qui peut vous donner des conseils, mais voilà, vous aurez un petit coup de pouce. D'accord. C'est quelque part un voyage fabuleux, finalement. Ah, complètement, oui. Un voyage fabuleux. Par exemple, vous faites un voyage, on va appeler ça un voyage chamanique, qui vous permet de rencontrer vos animaux totems. C'est extrêmement... c'est merveilleux. C'était une surprise extraordinaire. Et on fait vraiment des rencontres très intimes avec nos animaux totems. On peut en avoir beaucoup, c'est ça. C'est ça que souvent, quand on voit des chamans, des représentations de chamans dans les livres ou autres, on voit souvent, très souvent, c'est peut-être un peu cliché, mais un Indien, et puis alors on voit un loup, un aigle, on voit plusieurs, parce que ce sont plusieurs animaux qui nous accompagnent. Selon certaines traditions, nous avons 9 animaux totems. Oui. Qui servent à quoi alors? Parce qu'ils ont chacun un rôle bien spécifique. Ce sont des guides, ce sont des guérisseurs, ce sont des conseillers, ce sont des aides, voilà. Vous avez un souci, mais vous faites appel à eux, ils vous aident à trouver la solution, qui est en vous, évidemment. Mais oui, c'est ça. Il faut qu'on arrive à se le mettre en tête, ça. Oui, ce sont des modèles auxquels on peut se référer pour résoudre nos questionnements au quotidien. Vous êtes arrivé donc à résoudre pas mal de choses, alors vous avez encore beaucoup de questions en vous? Plein. Oui, encore. En fait, on n'a jamais fini, quoi. On n'arrive jamais à avoir toutes les réponses auxquelles qu'on aimerait avoir, en fait. Mais en fait, la vie, c'est ça. Chaque jour, vous pose une question. Alors, il y a deux sortes de gens. Il y a des gens qui voient partout des problèmes. Il y a des gens qui voient partout des solutions. C'est à vous à faire votre choix. Voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un à problème ou est-ce que vous êtes quelqu'un à solution? Et ça, c'est au fond de soi qu'on Posez-vous la question. Voilà. Et donc, si on se rend compte qu'on est plus une personne à problème, il est temps d'aller chercher franchement toutes les bonnes solutions, alors. Il est temps de se faire soigner. Oui. Il est temps de se faire soigner, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous auriez encore envie d'expérimenter? That is a question. Oui. Envie d'expérimenter quelque chose de particulier. Je n'ai rien de précis à... Il n'y a rien qui vous vient comme ça, qui vous tente? Il n'y a pas un besoin impératif de quelque chose de particulier, non. Ça viendra quand ça viendra. Voilà, oui. En ce moment, je suis dans une période de ma vie où j'utilise l'expérience que j'ai depuis 70 ans
pour le partager, pour en faire profiter. 70 ans, vous avez 70 ans? J'ai 71 ans. Non. Ah bon? Ah bah là. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai envie, c'est de faire partager, de partager aux personnes que je rencontre un peu de sagesse, un peu de clairvoyance, un peu de prise de conscience de ce qu'il est nécessaire de lâcher prise. Ah oui. Ouais. Mais ça, c'est vrai. Et la guérison vient de là. Du lâcher prise. Du lâcher prise. Une fois qu'on lâche prise, il y a toutes les portes de la guérison qui peuvent s'ouvrir. Exactement. Oui, mais bon, allez, une personne qui est terriblement malade, c'est pas parce qu'elle va lâcher prise qu'elle va guérir. Malade physiquement, je veux dire. Hein. Alors, c'est pas sur un claquement de doigts que vous allez lâcher prise, et c'est pas sur un claquement de doigts que vous allez guérir. Encore que. Allez. Il y a ce qu'on appelle des miracles. Oui. Mais voilà, c'est peut-être pas le lieu pour en parler, parce qu'il n'y a pas de publicité à faire autour de ça. Non, bien sûr que non. Mais donc voilà, lâcher prise, c'est l'ABC en tout cas pour aller vers une guérison, vers une guérison, qu'elle soit. Oui. Que ce soit une guérison mentale alors, physique. de quoi doit-on guérir? De tous nos blocages, en fait. De tout ce qui nous a amené à un déséquilibre, à une disharmonie. Et ce sera par le lâcher prise, de toute façon. Mm-hmm. Il y a aussi cette forme, donc ça c'est pour le mental. Hein, maintenant, pour le corps, est-ce qu'il y a aussi une façon, se nourrir sainement? Enfin voilà, est-ce que il y a une façon, on mange mal? Vous pensez que ça aussi? Je crois que tout le monde le sait maintenant. Mais on oui, mange mal. mais voilà, mais c'est tout ce qu'on nous offre en même temps aussi. On nous offre plus grand-chose. Enfin, si on commence à revenir justement avec cette permaculture, avec cette façon de cultiver, mais c'est tout ce qu'on nous offre, vous dites. Enfin, ce qu'on nous met sur le. Pourquoi devons-nous dépendre de ce qu'on nous offre? Et si on en revenait à notre potager, si on en revenait à faire nos légumes, ou à demander à notre voisin de le faire en échange de quelque chose que nous pouvons lui offrir, en revenir au troc, en revenir à un partage. C'est là qu'il est notre problème. C'est le fonctionnement de notre société, c'est le système qui a fait que nous sommes malades. Mm-hmm. La société est malade de ce fonctionnement-là. Oui, c'est vrai. Où tout est référé à l'argent, au profit. Les idées sont pipées d'avance, quoi, en fait. Les idées sont pipées par le système dans lequel nous sommes installés. Mm-hmm. Dans lequel, finalement, on se complaît parfois. Parce que c'est une facilité. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est un renoncement à notre prise de responsabilité. Mais soyons responsables. Responsables de notre vie, soyons responsables de nos enfants, de l'avenir de nos enfants. Quel avenir est-ce qu'on leur offre maintenant avec ce système? Pas grand-chose. Hein. Il faut en revenir, il faut faire un marche arrière, là. Oui, il est plus que temps. C'est vrai. Alors, avant de se quitter, si vous avez envie, hein, aussi, si vous voulez en parler. Oui, déjà une heure, vous voyez, hein, le temps passe. Hein. Avant de se quitter, j'aimerais savoir, il y a donc le solstice d'été qui approche. Oui, exactement. Et donc, il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas que vous organisez. Cette année, non, je ne suis pas organisateur, mais je vais participer à un grand rassemblement autour du solstice d'été qui va se dérouler dans les environs de Vielsalm, un endroit qui s'appelle la ferme des mauvaises pierres, la ferme des mauvaises pierres. C'est un nom qui n'engage pas vraiment, ça, les mauvaises pierres, non? Alors, les mauvaises pierres, il s'agit de pierres anciennement dressées, qui ont été abattues à une certaine époque. D'accord. Qu'on a appelées mauvaises pierres à une certaine époque. C'était un lieu fréquenté du temps des Celtes. Ok. Et un lieu de haute énergie. Oui, ça veut dire chargé. Voilà. Il ne s'est pas toujours appelé les mauvaises pierres. D'accord. Voilà. Alors, donc il y a un festival à cette occasion-là. Il va durer 4 jours. Et tout le monde est bienvenu, évidemment. Ceux qui s'intéressent peuvent s'intéresser au site qui s'appelle
Euh, J'ai un blanc. Ça arrive, hein, si vous voulez qu'on cherche quelque part. La source d'Arduina. D'accord. C'est un clan celtique qui se réunit aux Mauvaises Pierres et qui organise ce festival. Donc des gens orientés chamanisme celtique. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement durant 4 jours alors? Il va y avoir des soins, il va y avoir de la musique, il va y avoir du spectacle, il va y avoir même un mariage chamanique. Ah, ça doit valoir de l'or aussi. Oui. Hein, ouais. Et ce sera 4 jours de liesse, mais dans le bon sens liesse, du terme. Voilà. Oui, c'est le mot. D'accord. Bah, c'est parfait, ça. Sinon, vous, comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment vous préférez rester anonyme? Je ne sais pas, dites-moi. Je n'ai pas trop de publicité à faire pour moi. Vous pouvez trouver mon nom sur... En tapant dans le moteur de recherche. Dans le moteur de recherche, Michel Cliquet. Et puis on pourra voir votre vie, votre parcours, savoir peut-être où trouver aussi vos livres, oui, vos articles. Oui, et puis faire un petit peu... je crois qu'on a bien fait connaissance aujourd'hui. Hein. Sinon, voilà, si on prend un supplément d'informations pour voir votre parcours, eh bien, on peut aller... effectivement, quand on tape votre nom et on tombe sur vous et on voit vraiment tout votre cheminement. Sinon, prochainement, je serai à ce festival de la source d'Arduina. D'accord. À Vielsalm. Eh bien, c'est parfait. Je ne sais pas si vous auriez un mot à ajouter à ce qu'on vient de dire. Ça pourrait être beaucoup plus vaste encore. Hein. Là, on a fait un résumé, finalement, un petit peu de ce qu'est le chamanisme, le néo-chamanisme, de votre façon d'aborder la vie et se lâcher prise, hein, qu'il faut absolument. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter? J'invite tout le monde à lâcher prise. C'est vraiment très, très important dans notre vie. Comment on peut faire un petit truc pour se dire qu'on lâche prise? Allez, le truc qui pourrait enclencher le fait qu'on commencerait à lâcher prise. Eh bien, c'est très simple. Vous vous dites à chaque instant, si je ne lâche pas prise, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas lâcher ce qui me retient. D'accord. Voilà. C'est tout simple. Hein. Pourtant, on le sait, mais on a du mal à le faire. On a du mal à le faire, tout le monde le dit. C'est très difficile. Très difficile. Tout le monde veut tout contrôler. On veut contrôler tout ce qu'on fait, tout ce que les autres font à chaque instant. Et ce sont des verrouillages épouvantables. Extraordinaires. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'être venu parler de votre parcours. Avec plaisir. Et puis votre enseignement, et puis voir votre... vous rayonnez, hein. Là, franchement, quand on m'avait dit votre âge, là, je suis tombée un petit peu de haut, hein, parce que... Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Pourquoi pas très bientôt, en tout cas au mois de juin. Donc pour j'espère vous voir là-bas, oui. D'accord. Merci, à très bientôt. Bonne soirée. Bonsoir.